Emily Carter faisait toujours preuve d'une prudence méticuleuse lorsqu'elle sortait courir le soir dans son paisible quartier résidentiel d'Austin. Les rues bordées d'arbres et les trottoirs bien éclairés lui donnaient un sentiment de sécurité presque rassurant. Pourtant, aucun voisin ne se doutait que la jeune femme mince en tenue de sport qui passait devant leur maison chaque nuit possédait des compétences capables de neutraliser des menaces que peu pouvaient imaginer. À 28 ans, Emily avait passé 6 ans au sein des US Marine Raiders, accomplissant des missions dans certaines des zones les plus dangereuses du monde. Sa silhouette compacte et son apparence discrète avaient toujours été des atouts lors des opérations clandestines. Elles lui permettaient de se fondre dans une foule et de disparaître même en territoire hostile. Aujourd'hui, consultante en sécurité privée, elle n'avait rien perdu de sa discipline. Chaque course du soir restait pour elle à la fois un entraînement physique et un exercice tactique. Ce mardi-là avait commencé comme tant d'autres. Elle s'étira contre le mur de briques de son immeuble, consulta son bracelet de sport, planifia son parcours habituel de 3 miles. L'air de septembre, légèrement frais, semblait taillé sur mesure pour courir. Après avoir glissé ses cheveux sombres sous une casquette, elle s'élança d'un pas régulier le long de Cedar Avenue. Sa respiration parfaitement maîtrisée, ses sens attentifs aux moindres détails autour d'elle. Le quartier était typique de cette partie d'Austin. De modestes maisons unifamiliales, des couples âgés promenant leurs chiens, parfois un adolescent sur une planche à roulettes. Emily avait choisi de vivre ici justement pour cette atmosphère tranquille, si différente du tumulte militaire auquel elle avait longtemps été habituée. Au moment où elle tourna sur Birch Lane, son regard accrocha un détail inhabituel. Une berline sombre, moteur en marche, garée à l'angle. Les vitres teintées empêchèrent de voir qui se trouvait à l'intérieur, mais quelque chose dans la façon dont le véhicule était positionné fit naître en elle une alerte instinctive. Il se trouvait à un point stratégique, visibilité parfaite sur l'intersection, plusieurs voies de fuite possibles. Emily mémorisa la plaque d'immatriculation avant de poursuivre, mais garda la voiture en périphérie de sa vision. Ses années d'expérience lui avaient appris que la vigilance n'était pas de la paranoïa, c'était une condition de survie. La berline demeura immobile quand elle passa près d'elle, mais Emily sentit nettement un regard suivre sa trajectoire. 3 pâtés de maison plus loin, elle remarqua le même véhicule derrière elle, avançant lentement, imitant son allure, arrêtant lorsque la coureuse s'arrêtait, accélérant lorsqu'elle reprenait de la vitesse. Son rythme cardiaque s'accéléra, cette fois non pas à cause de l'effort, mais du signal d'alarme qui montait en elle. Elle bifurqua soudainement vers une petite rue résidentielle pour tester la situation. 30 secondes plus tard, la même voiture tourna à son tour. Aucun doute, elle était suivie. Loin de paniquer, Emily laissa son entraînement prendre le dessus. Dans sa tête, elle répertoria les issues possibles, les objets du décor pouvant servir d'armes, les positions favorables pour un repli. L'endroit offrait peu d'options, mais elle repéra un passage étroit entre 2 maisons, une éventuelle couverture. Elle continua à courir avec le même tempo, feignant de ne rien remarquer. À la périphérie de sa vision, la berline gardait sa distance, avec une régularité qui trahissait un professionnalisme certain. Ce n'était pas une simple coïncidence, tout indiquait une mission planifiée. Arrivant au bout de la rue, Emily vit la voiture accélérer légèrement. L'instinct lui souffla que l'affrontement était imminent. Les conditions, le silence du quartier, la nuit tombante, l'absence de témoins, étaient idéales pour une embuscade. Par réflexe, elle chercha son téléphone pour demander du renfort, avant de se souvenir qu'elle l'avait laissé chez elle, pressée de partir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement seule. Il y avait là un certain paradoxe, une ancienne Marine Raider, décorée, aguerrie par des combats à l'autre bout du monde, menacée à présent dans la quiétude d'une rue américaine. Le grondement du moteur se fit plus proche. Emily distingua, du coin de l'œil, 2 silhouettes à l'avant. Elle conserva son allure, calculant mentalement les distances, les couvertures, les points d'évasion. Tous ses muscles s'étaient tendus, prêts à jaillir, son esprit basculant en mode opérationnel comme autrefois, au cœur du danger. À l'approche de l'intersection suivante, elle sut que le moment de vérité était arrivé. La berline bondit en avant, se plaça à son niveau. La portière passager s'ouvrit violemment avant même que le véhicule ne s'immobilise entièrement.
2 hommes en sortirent avec une efficacité trop rodée pour qu'il s'agisse de simples criminels de rue. C'était une manœuvre coordonnée. Le premier homme était grand, large d'épaules, vêtu de sombre, et se déplaçait avec la précision souple de quelqu'un habitué aux manœuvres militaires ou policières. Le second, plus petit, dégageait la même froide assurance professionnelle. Ensemble, ils se positionnèrent de façon à bloquer toutes ces voies de fuite, une coordination si exacte qu'un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Emily Carter. « Ne cours pas, ma belle. On veut juste te parler », lança le plus grand, d'une voix qui se voulait tranquille mais dont la menace affleurait entre les mots. Sa main droite reposait nonchalamment près de la ceinture, à un endroit où l'on devine une arme. Émilie cessa de courir. Elle se tourna vers eux, maîtrisant sa respiration malgré l'adrénaline qui montait. Son regard glissa sur leur position. Ils s'étaient bien ancrés, mais avaient négligé leurs angles morts, une erreur que son entraînement remarqua aussitôt. Leur assurance trahissait une certitude. Il la voyait comme une proie facile, une joggeuse isolée à la tombée du jour. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, gardant un ton calme, tandis que son esprit calculait déjà les trajectoires, les coups possibles, la distance à franchir. Elle déplaça imperceptiblement son poids d'un pied à l'autre, prête à bondir tout en feignant la soumission. Le plus petit sortit un dossier noir qu'il brandit à hauteur de poitrine. « On a quelques photos qui pourraient t'intéresser. Ton appartement, ta voiture, tes trajets quotidiens. Quelqu'un t'observe depuis un moment. Emily Carter. » L'usage de son nom complet la foudroya. Ce n'était donc pas une rencontre fortuite. Quelqu'un l'avait identifié, étudié, planifié. Des visages du passé s'imposèrent à son esprit, d'anciens adversaires, des concurrents jaloux ou peut-être un client mécontent. « Tu vas regarder ces images, » poursuivit le grand, s'avançant d'un pas. « Puis tu vas nous écouter attentivement. Quelqu'un veut te parler, et ce n'est pas le genre de personne à accepter un « non ». Émilie capta dans son accent une inflexion slave, russe ou ukrainienne peut-être. Ajoutées à leur méthode impeccable et à l'allure professionnelle de l'opération, ces nuances indiquaient une organisation bien rodée, peut-être criminelle, peut-être liée aux renseignements étrangers. Quelle que soit la réponse, ces hommes n'hésiteraient pas à employer la violence. « Je ne monte nulle part avec vous, » dit-elle clairement. « Si votre employeur veut discuter, qu'il prenne rendez-vous comme tout le monde. » Le petit éclata d'un rire sec, sans la moindre trace d'humour. « Tu ne saisis pas ta situation, ce n'est pas une invitation. Notre patron a dépensé beaucoup de temps et d'argent pour te retrouver. Ta coopération n'est pas optionnelle. » Pendant qu'il parlait, le grand s'était rapproché, désormais à portée de bras. Elle vit le dessin net d'un pistolet sous sa veste et nota une légère boiterie du côté gauche. Une faiblesse exploitable. « Dernière chance de coopérer gentiment, » prévint-il en glissant la main dans sa veste. « Notre patron préfère éviter la casse, mais il nous a autorisé à d'autres méthodes, si besoin. » Émilie comprit alors que les mots allaient laisser place à l'action. Ses muscles se détendirent à peine. Son visage demeura celui d'une femme effrayée. Mais derrière ce masque, chaque fibre était prête à frapper. Les 2 hommes venaient de commettre une erreur fatale. Ils l'avaient sous-estimé. L'arme se dévoila. Un pistolet noir pointait droit sur sa poitrine. « Tu viens avec nous, tout de suite. Avance lentement, les mains visibles. Ne fais pas de bêtises. »« D'accord, » répondit Émilie d'un ton neutre, levant légèrement les mains. Elle s'avança d'un pas, ce que les 2 hommes interprétèrent comme une reddition. En réalité, elle se plaçait à la distance idéale pour frapper, se préparant à retourner leur arrogance contre eux. Le petit se dirigea vers la berline encore ronronnante pour ouvrir la portière arrière, certain que son partenaire avait tout sous contrôle. Le grand, rassuré, relâcha sa vigilance. Il croyait la situation figée, oubliant une leçon que tout soldat apprend dans la douleur. Face à un vrai combattant, le danger se cache toujours derrière le calme. Émilie fit un nouveau pas. La distance était parfaite. Le canon la visait à hauteur de cœur, mais la prise de l'assaillant était molle, distraite. Dans ce bref instant d'inattention, elle passa à l'action. Un éclair, rien de plus. Sa main gauche saisit le poignet armé, tandis que son coude droit s'enfonçait brutalement dans le plexus solaire de l'homme. L'impact le plia en 2, l'air coupé net, l'arme déviée. Avant qu'il n'ait le temps de reprendre souffle, Émilie fit pivoter son poignet dans une torsion violente,
tordant l'articulation bien au-delà des limites naturelles. Une vague de douleur fulgurante remonta le long de son bras. L'arme tomba au sol dans un bruit métallique quand les doigts de l'homme se crispèrent avant de lâcher prise. Moins de 2 secondes, c'était tout ce qu'il avait fallu à Emily Carter Pagliettina pour neutraliser son agresseur. Le plus petit se retourna au cri de douleur de son partenaire, déjà la main sur son propre pistolet. Trop tard. Emily se déplaçait déjà. Elle propulsa son genou en plein visage du colosse encore penché. Un craquement écœurant résonna. Nez brisé au minimum. Saisissant l'occasion, elle s'abrita derrière son corps en chute libre, tandis que le second tireur dégainait. Le projectile censé la faucher se planta dans l'épaule de son allié, qui hurla avant de s'effondrer complètement. Emily ramassa l'arme tombée au sol et plongea derrière une voiture garée. Le second attaquant tira de nouveau. La balle éclata la vitre arrière et fit pleuvoir des éclats sur l'asphalte. Elle entendit ses pas se repositionner. L'homme tentant d'obtenir un meilleur angle de tir. « Espèce de folle !» hurla-t-il, la voix déformée par la panique. « Tu sais au moins à qui tu t'en prends ?» Emily ne répondit pas. Elle écoutait. Le moindre bruit, la moindre vibration lui servait de guide pour localiser sa position. L'environnement offrait peu de couverture. Maison tranquille, jardin soigné, aucune issue idéale. Au-delà des murs, quelque part dans la nuit, le hurlement lointain des sirènes commençait à se rapprocher. Quelqu'un avait prévenu la police. Du coin de l'oreille, elle perçut un autre bruit. La portière du conducteur s'ouvrait. Le chauffeur de la berline, lui aussi armé, venait compléter le duo encore debout. 2 adversaires, 2 armes. Mais cette fois, Emily Schonrisen avait son propre pistolet, un Sig Sauer P320 Jesli récupéré au sol, chargeur plein. Un équipement professionnel, preuve indiscutable que ces hommes n'étaient pas de simples voyous. Elle arma la culasse avec un cliquetis maîtrisé, se prépara à viser plusieurs cibles à la fois. « Écoutez-moi bien !» lança-t-elle d'une voix autoritaire, celle d'un officier habitué à commander. « Je suis une ancienne Marine Raider. 6 ans de combat derrière moi. Votre camarade perd son sang. Reculez maintenant, et personne d'autre ne sera blessé. » Sa sommation fut accueillie par une nouvelle salve. Les balles ricochèrent sur la carrosserie, éclatant d'autres vitres. Emily attendit la courte pause entre 2 rafales, puis jaillit pour répliquer. 2 tirs précis. Ces balles firent mouche, atteignant le second assaillant à la jambe. Il cria, chancela, s'effondra derrière une benne. Le conducteur, terrifié, se replia aussitôt derrière sa voiture, observant ses 2 coéquipiers neutralisés en moins d'1 minute. « Ce n'est pas fini !» vociféra-t-il. « Tu n'imagines pas ce que tu viens de déclencher !» Elle l'entendit tirer son camarade blessé vers la berline. Les sirènes se rapprochaient à toute vitesse. Ils allaient chercher à fuir plutôt qu'à poursuivre. Emily aurait voulu les capturer, mais la situation restait trop risquée. Bientôt, les portières claquèrent, le moteur rougit, puis un crissement de pneus fendit le silence. Le véhicule s'éloigna en trombe, abandonnant leur premier homme inanimé dans sa mare de sang. Lorsqu'elle fut certaine qu'ils étaient partis, Emily sortit prudemment de sa cachette. L'homme blessé respirait encore. Inconscient, son épaule saignait abondamment, mais la blessure n'était pas mortelle si les secours arrivèrent trop vite. À côté de lui, gisait le dossier noir dont ils avaient parlé. Emily l'ouvrit. Des photos de son appartement, de sa voiture, de ses trajets. Ces gens la surveillaient depuis des semaines, étudiant chacune de ses habitudes. La dernière photo la glaça. On la voyait entrer dans les bureaux de Iron Shield Global Solutions, la société militaire privée avec laquelle elle négociait un contrat très lucratif. Au dos, écrit en encre rouge, « Annule le contrat ou la prochaine fois, on ne parlera pas ». Les gyrophares commençaient à refléter leurs flashs bleus sur les fenêtres alentours. Vite, elle prit en photo le message à l'aide du téléphone du blessé, preuve indispensable avant que les autorités ne s'en mêlent. Quand la première voiture de patrouille arriva au coin de Birch Lane, Emily Carter déposa soigneusement son arme à terre et leva les mains. Elle avait survécu. Elle avait gagné cette première manche, mais tout indiquait que cette attaque n'était qu'un prélude. Quelqu'un, avec des moyens considérables et une organisation experte, voulait à tout prix l'empêcher d'accepter le contrat de Iron Shield. Détective Daniel Brooks, 15 ans de service à l'East-Austin Police Department, croyait avoir vu à peu près tout en matière de violence urbaine,
Mais la scène qu'il découvrit ce soir-là sur Sea Birch Lane dépassait l'entendement. Une femme en tenue de sport, seule, venait de neutraliser 3 hommes armés avec une efficacité quasi militaire. Assise calmement à l'arrière d'une ambulance, Emily laissait un infirmier lui nettoyer quelques égratignures aux mains, tandis que les agents sécurisaient le périmètre. Sa sérénité frappait tout le monde. Elle répondait aux questions avec la précision méthodique d'un professionnel rompu au débriefing tactique. « Alors, laissez-moi bien comprendre », dit le détective Daniel Brooks, en consultant ses notes. « Ces 3 hommes vous ont abordé armés, cherché à vous forcer dans leur véhicule, et vous vous êtes défendu à main nue ?»« C'est exact », répondit calmement Emily Carter. « J'ai servi 6 ans chez les US Marine Raiders. Quand le premier m'a braqué, je l'ai désarmé avec des techniques standards de combat rapprochés. La situation a dégénéré lorsque ses complices ont ouvert le feu. Brooks avait déjà vérifié le dossier d'Emily dans la base de données de la police d'Austin. Son parcours militaire impressionnait, même si une grande partie restait classifiée. Seule apparaissait sa décharge honorable et quelques décorations. La femme assise en face de lui était manifestement bien plus redoutable qu'elle n'en avait l'air. Le tireur blessé avait été transféré à l'hôpital Austin Memorial sous escorte policière. Il refusait de parler, exigeait seulement un avocat. L'analyse de ses empreintes avait compliqué l'affaire encore davantage. Il s'agissait de Nikolai Barinov, un membre notoire du Kuznetsov cartel, un syndicat du crime russe actif sur la côte ouest. « Madame Carter, dit Brooks en relevant les yeux, y aurait-il une raison pour que des criminels russes tentent de vous kidnapper ?» Emily marqua une pause. Le souvenir des photos de surveillance et du message menaçant la ramenait aussitôt vers le projet dont tout semblait découler. Sa négociation avec Iron Shield Global Solutions. Mais elle n'était pas encore prête à tout révéler à la police. « Je travaille comme consultante en sécurité privée, » expliqua-t-elle posément. « Mon activité pourrait attirer ce genre d'attention, mais je n'ai aucun différend connu avec ces gens-là. » Brooks comprit qu'elle taisait des éléments, sans insister. Inutile de presser une vétérane décorée à peine remise d'une attaque armée. La confiance viendrait plus tard. Il préféra se concentrer sur ce qu'ils avaient recueilli sur les lieux. Le pop dossier noir contenait des photos prises avec du matériel de très haut niveau, typique des opérations de renseignement. L'équipement des assaillants, les tactiques employées, tout pointait vers des professionnels, pas de simples malfaiteurs. « Nous aurons sans doute besoin de vous pour un complément de déposition, » dit-il en lui tendant sa carte. « En attendant, je vous conseille de renforcer immédiatement vos mesures de sécurité. Ces hommes reviendront peut-être. » Emily hocha la tête, mais ses pensées galopaient déjà plus loin. L'agression confirmait ce qu'elle redoutait. Quelqu'un considérait son futur contrat avec Iron Shield Co. comme une menace sérieuse. Et elle devait comprendre pourquoi. Une fois sa déposition terminée et les paramédics rassurés sur son état, elle regagna son appartement. Avant d'entrer, elle inspecta minutieusement la porte, les gonds, le cadre, aucune trace d'effraction, mais la méfiance demeurait viscérale. À l'intérieur, elle procéda à un balayage complet, cherchant microphone, caméra ou tout dispositif suspect. Les clichés découverts prouvaient que sa sphère privée avait été compromise. Impossible d'assumer que le lieu était sûr. Ce n'est qu'après avoir vérifié chaque recoin qu'elle alluma son téléphone sécurisé. Son premier appel fut pour la commandante Laura Briggs, son ancienne supérieure, désormais en poste au renseignement militaire. Si des criminels liés à la Russie tentaient d'interférer dans ses activités, il pouvait s'agir d'une question relevant de la sécurité nationale. « Emily, c'est bon de t'entendre, » fit Briggs en décrochant, « mais je suppose que ce n'est pas un appel de courtoisie. » Emily lui raconta tout, l'embuscade, le professionnalisme des assaillants, l'accent de l'un des hommes, les photos. Briggs écouta sans l'interrompre, ne posant que des questions précises sur les aspects tactiques. « Ça dépasse de loin le simple crime organisé, » conclut-elle enfin. « Les groupes russes n'attaquent pas d'anciens opérateurs des forces spéciales sans objectif stratégique. Parle-moi de ce contrat avec Iron Shield. » Emily expliqua que Iron Shield Global Solutions lui proposait de diriger la sécurité d'un consortium énergétique opérant dans la région baltique.
notamment dans plusieurs infrastructures sensibles de l'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Sa mission, protéger des installations vitales contre le sabotage et le terrorisme, un travail qui la placerait directement sur la trajectoire de puissants groupes criminels contrôlant ces territoires. Voilà qui éclaire l'intérêt russe, répondit Briggs d'un ton grave. Ces infrastructures représentent des milliards en revenus et certaines passent même par des zones dominées par des réseaux mafieux. En sécurisant ces sites, tu priverais ces gens de leur principale source d'argent. Émilie sentit le poids réel de la situation. L'attaque n'était pas qu'un avertissement, c'était un message politique. Accepter le contrat reviendrait à défier un système bâti sur la corruption et la peur. Refuser, en revanche, signifierait leur offrir une victoire. La décision, elle le savait, allait redéfinir sa vie entière. « Je veux que tu me fasses parvenir immédiatement toutes les preuves », ordonna la commandante Laura Briggs. Cela risque d'exiger une action concertée entre plusieurs agences et Émilie, jusqu'à ce que nous comprenions toute l'ampleur de la menace, considère-toi comme une cible prioritaire. L'appel terminé, Emily Carter resta un moment dans l'obscurité de son appartement, pensive. 2 choix s'offraient à elle. Abandonner le contrat avec Iron Shield Global Solutions et ainsi probablement éviter d'autres confrontations, ou poursuivre en sachant que cela la placerait face à des organisations criminelles prêtes à tuer pour préserver leurs intérêts. Ce choix déterminerait non seulement sa carrière, mais sans doute sa survie. Au matin, la nouvelle tomba comme un coup près. Nikolai Barinov était mort durant son opération d'urgence à l'Austin Central Hospital, emportant avec lui le secret de celui qui avait ordonné l'attaque. Le détective Daniel Brooks appela Emily en personne pour lui annoncer la nouvelle, et pour la prévenir, les associés du défunt risquaient fort de la tenir pour responsable de sa mort. Plus tard, dans la matinée, Emily se rendit dans une installation sécurisée à la périphérie d'Austin, un ancien entrepôt réaménagé en salle de réunion pour anciens militaires. Le bâtiment, discret et truffé d'équipements de contre-surveillance, offrait des issues multiples, idéales pour un entretien à haut risque. À 10h00 précises, le colonel Robert Nguyen, directeur régional de Iron Shield, arriva à l'heure dite. Ancien officier des Marines, rompu aux opérations de sécurité internationale, il affichait la gravité de quelqu'un qui connaissait les enjeux avant même d'en parler. « Madame Carter, je vais aller droit au but », dit-il en s'installant sur une chaise métallique. « Nous sommes au courant de ce qui s'est passé hier soir. Si vous souhaitez vous retirer du processus de sélection pour le contrat d'Europe de l'Est, nous comprendrons. » Émilie l'observa attentivement. Elle savait lire un visage, détecter mensonge ou dissimulation, et celui de Nguyen ne trahissait rien. Le contrat Iron Shield valait plus de 2 millions de dollars par an, mais depuis la fusillade, le risque prenait une dimension bien différente de celle qu'elle avait envisagée. « Expliquez-moi exactement ce que couvre ce contrat, » dit-elle finalement. « Je veux comprendre pourquoi des criminels russes sont prêts à tuer pour m'en empêcher. » Nguyen ouvrit un dossier classifié et étala plusieurs documents sur la table. Les cartes et rapports décrivaient donc des infrastructures énergétiques sensibles en Ukraine, Roumanie et à Pologne, des informations autrement plus délicates que ce qu'on lui avait dévoilé jusque-là. Les sites que vous devriez protéger ne sont pas de simples installations commerciales, précisa Nguyen. Ce sont des éléments essentiels de la stratégie énergétique de l'OTAN en Europe orientale. Si certains d'entre eux tombaient entre de mauvaises mains, toute la stabilité énergétique de la région serait menacée. Moscou y verrait un levier considérable pour faire pression sur nos alliés. Tout prit alors sens pour Émilie. Elle ne défendrait pas seulement des pipelines et des serveurs. Elle protégerait des points nodaux du pouvoir occidental. Pour la Russie et ses réseaux d'influence, empêcher cette protection revenait à affaiblir l'équilibre stratégique du continent. Le précédent responsable de la sécurité a été tué dans une explosion de voiture à Budapest. Il y a 3 mois, poursuivit le colonel. Les autorités hongroises ont conclu à un accident. Nous, non. Émilie se raidit. Vous auriez donc affaire à un ennemi déjà opérationnel sur le terrain.
continua-t-il. Un groupe qui a démontré sa volonté d'employer la force létale. Elle pesa mentalement les risques et les gains, fortune et influence d'un côté, une existence placée sous menace constante de l'autre. Quel type d'appui Iron Shield offre-t-elle à ses sous-traitants dans un scénario pareil ? Demanda-t-elle, privilégiant le concret à la peur. Nguyen détailla le protocole. Équipe armée en soutien, renseignements en amont, canaux d'exfiltration sécurisés, matériel de communication crypté. Un arsenal considérable, mais Emily savait que même la meilleure préparation ne garantissait pas la survie en territoire hostile. Son téléphone sécurisé vibra sur la table. L'écran indiquait « Bureau de la CMDT Briggs, Team ». Elle décrocha aussitôt. « Emily, nous avons identifié l'organisation derrière l'attaque d'hier soir », annonça la voix de la commandante sans préambule. « Il s'agit de la Fraternité Sonskaya, l'un des plus puissants syndicats criminels russes. Il contrôle le trafic énergétique clandestin à travers l'Europe de l'Est et ton contrat avec Iron Shield menace directement leurs revenus. » Un froid intense remonta le long de la nuque d'Emily. La Fraternité Sonskaya. Ce n'était pas un simple réseau mafieux, c'était une hydre, à la fois crime organisé et service de renseignement de l'ombre, mêlant capitaux illicites, agents dévoyés et technologie militaire. « Et il y a pire, » reprit Briggs d'une voix grave. « Nos sources indiquent qu'une prime substantielle a été placée sur ta tête. Accepter ce contrat reviendrait à déclarer la guerre à une organisation disposant de ressources illimitées et d'aucune contrainte morale. » À quelques mètres, le colonel Nguyen avait deviné l'essentiel de la conversation. Plus elle avançait, plus son visage se fermait. Il comprenait que ce dossier dépassait largement le cadre d'un simple contrat de sécurité. Lorsque l'appel avec l'aya-commandante Briggs Course prit fin, Emily Carter resta seule dans le silence. Devant elle, le choix était limpide. Accepter un contrat à la fois lucratif et potentiellement mortel, ou reculer et passer le reste de sa vie à se demander si elle avait laissé la peur et le crime la détourner de ses principes. « J'ai besoin de 24 heures pour décider », déclara-t-elle enfin au colonel Nguyen. « Cette décision dépasse de loin les considérations professionnelles. Il en va de ma survie. » Nguyen acquiesça, le regard empreint d'une compréhension sincère. « Je vous laisse ce délai, » dit-il, « mais je dois avoir votre réponse demain soir. Les installations d'Europe de l'Est ne peuvent pas rester sans protection plus longtemps. » Tandis qu'il rangeait ses dossiers, Emily réfléchissait déjà aux implications tactiques du contrat. La Fraternité Sonskaya disposait de ressources immenses et d'une motivation incontestable, mais elle avait commis une erreur fatale, sous-estimer sa cible. En agissant trop tôt, elle lui avait révélé ses intentions. Si Emily acceptait la mission, son premier objectif serait clair, frapper la première avant que l'adversaire ne puisse organiser un assaut coordonné. Mais était-elle prête à mener seule une guerre clandestine contre l'une des organisations les plus dangereuses du monde ? Sa réponse déterminerait non seulement son avenir, mais peut-être aussi la sécurité énergétique de millions de civils. Cette nuit-là, Emily passa en revue les rapports d'analyse envoyés par Briggs via des canaux chiffrés. Plus elle lisait, plus elle mesurait l'ampleur du réseau. La Fraternité Sonskaya étendait ses ramifications jusque dans des entreprises parfaitement légales, des administrations et même des sous-traitants militaires actifs en Europe et en Amérique du Nord. À l'aube, la décision était prise. 6 années passées à défendre les intérêts américains lui avaient appris qu'on ne cède pas face à la menace. Elle n'allait pas commencer maintenant. Le contrat Iron Shield représentait à la fois une mission stratégique et une chance de frapper un coup décisif contre le crime transnational. À 08h00, elle appela le colonel Nguyen. « J'accepte. » Un silence bref précéda la réponse, empreinte de soulagement. « Je m'en doutais, » dit-il. « Je lance immédiatement la mise en place de votre équipe de sécurité et du soutien renseignement. Vous aurez accès à toutes les ressources de Iron Shield, Drew. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparation méthodique. Emily transforma son appartement d'Austin en centre de planification tactique. Cartes murales, communication chiffrée, stockage d'armes et plan d'évacuation.
Elle étudia les plans des infrastructures qu'elle devait protéger, établit plusieurs scénarios d'attaque et des réponses possibles pour chaque cas. Briggs lui transmettait continuellement des renseignements, interceptions de communication, images satellites, rapports d'infiltration. Tout indiquait que la fraternité Sonskaya cherchait déjà à pénétrer la structure de soutien de Iron Shield et recrutait des criminels locaux dans diverses villes d'Europe de l'Est pour servir d'agents sur le terrain. Le dernier soir qu'elle passa à Austin, la sonnette retentit. À sa porte se tenait le détective Daniel Brooks. « Nous avons arrêté 2 nouveaux agents russes ce matin », annonça-t-il en entrant. « Ils faisaient ligne de la surveillance devant ton immeuble. On a trouvé sur eux des plans détaillés pour une nouvelle tentative d'enlèvement. » Émilie le fixa, silencieuse, tandis qu'il poursuivait. Lors des interrogatoires, l'un d'eux a parlé. Il a révélé que l'intérêt de la fraternité pour toi ne se limite pas au contrat Iron Shield. Durant ton service militaire, tu as participé à plusieurs opérations clandestines qui ont perturbé leur réseau. Ils te suivent depuis des mois. Pour eux, tu es une menace à éliminer, pas une sous-traitante. Ces mots furent comme une pierre dans l'eau calme, lourd, inévitable. Autrement dit, conclut Daisy Brooks, même si tu refuses le contrat, ils continueront de te traquer. Ce n'est plus une question de projet, c'est une guerre qui ne s'arrêtera que lorsque toi ou eux cesseraient d'exister. Étrangement, cette révélation simplifia la réflexion d'Emily. S'ils voulèrent déjà sa mort, alors autant choisir le champ de bataille et utiliser Iron Shield comme levier pour les neutraliser. 3 jours plus tard, à l'aube, elle monta à bord d'un avion cargo militaire en partance pour la Pologne. Son équipe de sécurité comptait 12 anciens opérateurs des forces spéciales, chacun vétéran des environnements les plus hostiles. La soute contenait un arsenal complet, véhicules blindés, systèmes de communication avancés et assez d'armement pour tenir tête à un bataillon. Pendant les 8 heures de vol, Emily relut les dossiers de mission. Les installations qu'elle allait défendre géraient l'acheminement du gaz et du pétrole, fournissant l'énergie à des millions de foyers européens. Une seule attaque réussie suffirait à plonger plusieurs pays dans le chaos énergétique. À l'atterrissage, sur un aérodrome sécurisé en périphérie de Varsovie, une silhouette l'attendait sur le tarmac. L'homme portait une parka sombre, regard perçant et calme, de soldat aguerri. James Morrison, directeur des opérations européennes, Chimdu, Iron Shield Global Solutions, se présenta-t-il, ancien officier du SAS britannique. Il coordonnait depuis 3 ans la sécurité des infrastructures énergétiques à travers toute l'Europe de l'Est. En voyant Emily descendre la rampe de l'avion, Morrison comprit d'un regard qu'elle n'était pas une simple contractante. C'était une combattante reprenant volontairement place au cœur du champ de bataille. « Bienvenue en zone de guerre », lança James Morrison. D'un ton sombre, alors que le convoi blindé s'ébranlait sur la route menant au premier site. Les véhicules roulaient lentement sous escorte, leurs plaques d'acier crissant à chaque chaos. La fraternité Sonskaya a considérablement intensifié ses activités depuis qu'elle a appris votre arrivée, poursuivit-il. Nous avons intercepté plusieurs communications mentionnant des attaques planifiées, repéré des cellules de surveillance autour de nos installations et même découvert des dépôts d'armes à proximité de plusieurs infrastructures critiques. Assise à l'arrière du véhicule, Emily Carter écoutait sans dire un mot, observant les étendues calmes du paysage polonais à travers les vitres par balles. Les champs baignés de rosée donnaient une impression de paix trompeuse. Dans les zones de conflit, chaque silence cachait une menace. Les assaillants pouvaient être partout, derrière un talus, dans une ferme abandonnée ou sur la bande d'arrêt d'urgence, prêts à frapper quand on s'y attend le moins. Le premier site qu'elle devait sécuriser était une gigantesque usine de traitement de gaz naturel, entourée de 3 périmètres de clôture, de miradors et d'un réseau de capteurs infrarouges. Pendant toute la première semaine, Emily mena une évaluation complète de la sécurité. Cartographie des angles morts, vérification des itinéraires d'approvisionnement, simulation d'attaque, restructuration des points d'accès. Son équipe, composée d'anciens opérateurs des forces spéciales, travailla jour et nuit à renforcer les défenses. Installation de tourelles automatiques,
drones de reconnaissance, système d'alerte anticipé relié à la gendarmerie locale. Elle savait que le premier assaut ne tarderait pas. Il survint lors de sa 8e nuit sur le sol polonais. À 02h45 Limoges, les détecteurs de mouvement signalèrent plusieurs véhicules approchant du périmètre est. En quelques secondes, Émilie déclencha le protocole d'alerte maximale. Ses hommes prirent position autour des points d'accès stratégiques, tandis qu'elle établissait une liaison directe avec la police et l'armée polonaise. 3 attaques simultanées frappèrent ensuite les défenses extérieures. Les assaillants, armés de fusils automatiques et d'explosifs militaires, tentèrent de provoquer des brèches dans les barrières de sécurité pour atteindre les réservoirs principaux. L'obscurité s'illumina soudain, de flashs et de détonations. Mais les préparatifs d'Émilie portèrent leurs fruits. Les charges placées par ses soins obligèrent les véhicules à ralentir, offrant à ces tireurs d'élite un avantage décisif. Le système d'alerte précoce, synchronisé avec les projecteurs thermiques, révéla la position exacte des intrus. En moins de 10 minutes, la zone se transforma en champ de feu maîtrisé. Explosion contrôlée, tir précis, coordination parfaite. Lorsque l'aube se leva enfin sur la plaine gelée, la bataille était terminée. 8 assaillants gisaient au sol, neutralisés. Aucun blessé grave du côté de Iron Shield Gate. Aucune infiltration n'avait réussi. Le premier assaut majeur de la fraternité Sonskaya venait d'échouer. Émilie observa le lever du soleil au-dessus des cheminées métalliques de l'usine, une silhouette calme au milieu du chaos. Elle savait que ce n'était que le début, la guerre ne faisait que commencer. Mais un message venait d'être envoyé, clair et irrévocable. Menacer une UNHS Marine Raider était la plus grave erreur que la fraternité aurait pu commettre. À partir de ce jour, Emily Carter ne se contenterait plus de défendre ses sites, elle allait contre-attaquer.